délicat, c'est une logique différente, la crainte de se tromper, etc. Et il faut être équipé, bien sûr. Même si les organismes ont fait des efforts depuis ces derniers temps, certains sont plus ou moins friendly, comme on dit, ça reste quand même une nouvelle pratique et qui peut qui peut être difficile pour tout le monde, chacun à son niveau, mais surtout, évidemment, pour les populations précaires ou modestes et en difficulté, qui, comme l'a bien souligné le rapport du Défenseur des droits, sont en première ligne sur les effets de cette nouvelle façon de gérer ces affaires administratives. Bien sûr, d'abord, problème d'équipement, mais aussi pour les plus pauvres, des problèmes de moyens, de situations qui sont encore plus complexes, souvent que la moyenne, qui sont plus instables aussi, hein, qui sont changeantes. Pour les étrangers, la question de la langue et, et beaucoup d'autres difficultés d'accès aux équipements. Bref, on voit que c'est difficile. Et donc aujourd'hui, on va, avec nos intervenants, on va essayer d'objectiver ces difficultés et surtout de comprendre quels effets elles ont sur les résolutions des situations administratives. Est-ce que c'est un frein à régler ces situations? Et les effets qu'elles ont donc sur les parcours d'insertion, les parcours d'intégration, etc. Et donc, pour différents publics. Donc, d'abord une intervention de Odenor avec Elena Reville sur les liens entre la dématérialisation, le non-recours au droit. Est-ce que ça décourage les personnes de faire leur démarche? Dans une première partie, une deuxième partie autour des conséquences sur les parcours, avec plusieurs interventions, Gaëlle Auriol de Point d'eau, Élise Degnaud et Elia Rocha de Un toit pour tous, les situations de migration qui présentent aussi des particularités, avec Fanny Brault de l'ADA, et enfin une troisième partie sur ce qui est tenté, essayer ou mis en œuvre pour limiter ces effets négatifs sur les parcours. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Elena Reville, qui va nous parler des effets sur le non-recours. Et juste, excusez-moi, Elena, avant que vous entamiez, donc je vais peut-être redire pour les derniers qui nous ont rejoints que c'est normal si vous ne vous voyez pas apparaître à l'écran. Vous pourrez prendre la parole en levant la main pour des échanges ou bien inscrire vos questions, remarques, etc. dans le chat. Et c'est surtout que je vois que Alain Guézou a levé la main déjà. Je ne sais pas si c'était une volonté ou pas. Donc, s'il n'y a pas de remarques, on peut… Voilà. Donc, pardon, Elena peut y aller. Je lance le PowerPoint. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation à évoquer un sujet ô combien d'actualité. Francie a déjà pointé quelques éléments qui vont guider un petit peu, je pense, les échanges. Hein. Le fait quand même d'un mouvement de dématérialisation des procédures administratives qui s'est accéléré au cours de la dernière décennie. Et surtout, hein, ce qui est assez notable, c'est que bien souvent, les pouvoirs publics présentent cette question de la dématérialisation comme quelque chose qui va simplifier l'accès au droit. Et en fait, hein, si on se met du côté des personnes potentiellement bénéficiaires, du côté des citoyens, du côté des professionnels, finalement, ce ressenti de la simplification, il n'est pas nécessairement là. En tout cas, il n'est pas là pour tout le monde. Et on peut faire un lien entre ce ressenti, quelquefois, qui est au contraire hein, d'une complexification de l'accès au droit avec la dématérialisation, et le fait que ce mouvement hein, de dématérialisation, finalement, il a très peu pris en compte hein, les pratiques différenciées s'agissant de l'informatique et du numérique. En fait, on a un peu fait comme si tout le monde pouvait accéder, comme si tout le monde savait utiliser, et voilà, les pouvoirs publics ont été un peu à l'aveugle
sur le fait qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est vraiment au cours des dernières années que des inégalités ont été mises en lumière. Il a fallu quand même un petit peu de temps avant d'arriver à avoir des chiffres, des constats un petit peu objectifs sur la réalité en fait de ce que fait la dématérialisation aux personnes et notamment effectivement aux personnes les plus précaires. Et c'est vrai que dans nos travaux à l'Odénor, donc l'Observatoire des non-recours aux droits et services, dans nos travaux de recherche, on peut vraiment dire qu'on a vu apparaître peu à peu cette question de la dématérialisation dans les échanges qu'on avait avec les personnes en situation de non-recours. Il y a une dizaine d'années, on nous en parlait pas beaucoup. Et puis finalement, au fil du temps, on s'est mis à nous en parler de plus en plus. Donc, je vais essayer de revenir sur quelques résultats d'une enquête récente qu'on a menée à Lyon sur cette question du non-recours et de l'accès aux droits auprès de un peu plus de 2000 personnes. Donc, ce qui nous permet d'avoir des résultats qui sont relativement solides et d'actualiser un petit peu les chiffres dont on peut disposer sur ce sujet. Parce que bien sûr, c'est une des difficultés et vous le savez très bien, on voit tous des choses, on a tous des intuitions, on a tous lu des rapports, notamment ceux du défenseur des droits, mais comme d'autres. Mais parfois, on manque quand même de données récentes pour se dire c'est toujours un enjeu et pour pouvoir continuer à dire attention, voilà, les difficultés, même si depuis, on a mis des choses un peu en place, des plans d'inclusion numérique, même s'il y a plein d'acteurs mobilisés sur le terrain, il y a quand même des choses qui restent difficiles. On peut passer du coup à la diapo d'après. Moi, je suis repartie en effet de ce que raconte le défenseur des droits sur le sujet pour essayer aussi de catégoriser. Franci en parlait un peu tout à l'heure. Le type de vulnérabilité par rapport au numérique. Tout n'est pas de même teneur et parfois on a du mal à savoir en fait ce qui joue le plus entre ces problématiques d'accès, ces problématiques d'usage. Donc là, effectivement, je remets un petit extrait du rapport du défenseur des droits, qui est un peu une évidence. Les démarches administratives en ligne nécessitent à minima une connexion Internet et l'accès à des équipements informatiques. Si on avance un petit peu, nous, ce qu'on voit dans notre enquête récente sur le sujet, dans notre échantillon de 2000 personnes, on a 7% des répondants qui disent qu'ils peuvent se connecter, mais dans de mauvaises, voire de très mauvaises conditions. Et on en a 6% qui indiquent qu'ils n'ont pas du tout le matériel nécessaire pour aller sur Internet et qui ne disposent pas d'une connexion à domicile. Donc, si on met tout ça ensemble, on peut se dire que ce qu'on voit dans cette enquête des problématiques d'accès au numérique, c'est qu'elle concerne un peu plus d'une personne sur 10. Et par rapport à ce qui était dit aussi tout à l'heure, ce qui est notable dans cette enquête, c'est que sur ces questions d'accès à des équipements et à des connexions de qualité, on voit que les plus jeunes de nos répondants sont finalement un peu moins bien dotés que les autres. Donc, c'est intéressant de le dire. C'est quelque chose, effectivement, qui ressort de cette enquête, mais d'autres aussi, que finalement, oui, il y a des personnes, et notamment des personnes jeunes, qui sont équipées, mais qui ont effectivement un équipement qui est quand même voilà, assez incertain et qui, du coup, peut amener des difficultés quand on va commencer une démarche. Voilà, la démarche, parfois, va devoir être arrêtée en route, soit parce qu'il n'y a plus de forfait suffisant, soit parce que l'équipement est de trop de mauvaise qualité et va planter, va bugger en cours de route. Et ce qui nous intéressait aussi dans l'enquête, c'était de se dire, en fait, ces personnes qui ne disposent pas d'une connexion ou d'un équipement pour aller sur internet, est-ce qu'elles peuvent avoir du soutien autour d'elles? Et on voit que là, on a une majorité effectivement des personnes qui disent, pour moi, c'est compliqué effectivement d'avoir du soutien et de savoir vers qui je pourrais me tourner
par rapport à ces questions-là. Donc, je trouve intéressant de noter parce que bien que des choses existent, bien que des acteurs se soient emparés de la thématique, ça montre aussi qu'il y a encore des personnes qui sont en difficulté pour trouver effectivement quelqu'un qui va pouvoir les épauler sur ce sujet du numérique. Donc là, on était un peu sur le côté, vous pouvez non, avancer, on était sur le côté équipement, essayer de voir ce qu'on peut en dire, nous, dans cette enquête-là. Et du coup, bien sûr, on en arrive à l'autre morceau qui est plutôt effectivement ces questions qu'on va appeler d'usage, d'utilisation. Et là, je trouve intéressant ce verbatim de Perrine Brodkorn, qui est une chercheure qui bosse sur ces questions-là, mais en Belgique. Et je trouve intéressant de le noter aussi parce que ça montre que ce n'est pas une problématique que franco-française, et qui nous dit les inégalités face au numérique ne s'arrêtent pas une fois que les personnes s'équipent. Et le penser, effectivement, c'est présupposer implicitement que l'accès au TIC conduit automatiquement à un usage effectif. Et en effet, bien sûr, ce n'est pas parce que on a accès qu'on va réussir, qu'on va pouvoir réaliser des démarches administratives en ligne. Qu'est-ce qu'on voit, nous, de ce sujet-là dans notre enquête récente, vous pouvez avancer. Parmi les répondants qui nous disent qu'ils utilisent Internet pour leurs démarches administratives, il y en a plus de la moitié qui déclarent rencontrer des difficultés lors de leurs usages. Donc, ça fait quand même un paquet de personnes qui, effectivement, nous disent que ça peut être des difficultés ponctuelles, mais pour une partie de ces personnes-là, ce sont des difficultés effectivement régulières, récurrentes, et on va le voir, qui peuvent vraiment amener à ce qu'on renonce à aller jusqu'au bout des démarches. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce que les gens nous disent des difficultés rencontrées. C'est quoi en fait ces difficultés très concrètement? Nous, dans l'enquête, on avait une partie des personnes, 41%, qui nous disaient qu'elles avaient du mal en fait à remplir les formulaires dématérialisés. Elle pouvait aller sur le site qui était pertinent pour faire une démarche. Elle pouvait à peu près se situer pour commencer la démarche, mais au moment où il fallait passer à l'étape du remplissage, et là, ça devenait effectivement beaucoup plus compliqué. Et ça renvoie aussi à ce que Francie disait tout à l'heure, la complexité des situations et le fait de se dire, en fait, ces informations-là, où c'est que je dois les indiquer. Et en effet, plus les situations sont compliquées, plus les situations sont mouvantes, plus effectivement on observe que ce type de difficulté, le remplissage sur Internet de formulaires, s'accroît. On voit aussi qu'on a une partie des personnes, là c'est bien au-delà en fait de pas d'être en difficulté pour le remplissage, c'est vraiment des personnes qui nous disent en fait, je comprends rien, quoi. Je sais pas du tout par où faut commencer. Je sais pas comment il faut effectivement s'y prendre pour accéder au bon site. J'ai vraiment du mal à me repérer dans les différents espaces numériques dont on m'a déjà parlé. Et puis après, il y a aussi des personnes qui nous parlent, là c'est 14%, mais en effet, on peut se dire que potentiellement, c'est des chiffres qui sont plus élevés selon les populations sur lesquelles on va poser le regard, des personnes qui disent qu'elles ne savent pas ou qu'elles ne peuvent pas accéder à, par exemple, un scanner, à une imprimante. Et on sait à quel point aujourd'hui, c'est devenu décisif de pouvoir utiliser ce genre de matériel. Les personnes aussi nous disant parfois qu'elles n'ont pas en tête qu'elles peuvent faire des photos, qu'elles peuvent utiliser peut-être leur téléphone pour aussi répondre à certaines exigences de fourniture de documents dématérialisés. Et puis, des personnes aussi qui disent: «Moi, des fois, j'ai essayé, de fournir, des documents, dont j'avais pris la photo et en fait, on m'a dit que c'était pas bon ou que la qualité était pas suffisante». Donc voilà, il y a vraiment aussi ces choses-là dont nous parlent les personnes. Et puis je reboucle aussi avec ce qui était dit, tout à l'heure en introduction, on a, la moitié des personnes qui sont en difficulté dans leurs usages qui nous disent, voilà, moi j'ai peur en fait, j'ai effectivement on le sait, on l'a en tête ça, mais je trouvais intéressant d'avoir un chiffre qui objectivait un petit peu,
le nombre de personnes qui disent ça, qui disent en fait, moi j'ai des craintes et surtout, voilà, les craintes, elles sont de l'erreur et de la conséquence potentielle sur les droits. La peur, effectivement, hein, de ne pas obtenir l'ouverture de son droit parce qu'on n'a pas rempli là où il fallait, la peur aussi de la rupture de droit. Et c'est là où peut-être on rejoint vraiment cette question des parcours, en fait, hein. C'est effectivement, on parle d'accéder à ces droits, mais bien sûr, le maintien dans les droits, qui est aujourd'hui, hein, souvent à faire par l'usage du numérique, est aussi plus compliqué. Et là où on rejoint vraiment, hein, la thématique aussi d'aujourd'hui, c'est de dire, là, je vous ai dit, plus de la moitié effectivement des personnes qui utilisent internet ont des difficultés et c'est des difficultés, qui sont plus fréquentes parmi effectivement les personnes, les plus précaires. Donc là, pour, un petit peu mesurer la précarité, on a utilisé, hein, le score EPIS qui permet de savoir à peu près, où se situe la personne, en termes de précarité multidimensionnelle. Donc précarité aussi effectivement des liens, hein, c'est une précarité qui est prise dans son ensemble. Donc les personnes les plus en difficulté dans leurs usages, c'est effectivement les plus précaires, les personnes un peu plus âgées, les personnes moins diplômées et des personnes effectivement qui sont plus isolées que les autres. Donc ça, c'est des indications, hein, qui renvoient à des profils qui sont aussi mis en exergue dans d'autres travaux, donc qui permettent de se dire, on est certain en fait, hein, que les difficultés par rapport au numérique et l'impact sur l'accès aux droits est plus fort pour ces populations-là. Et de nouveau, hein, on retrouve cette idée qu'une minorité de personnes en difficulté dans leurs usages ont autour d'elles des personnes qui peuvent les aider. Donc ça, je réinsiste, mais je pense que c'est vraiment quelque chose quand même de décisif parce que on sait qu'aujourd'hui, hein, ce qui peut permettre à des personnes d'arriver à accéder à leurs droits quand elles sont en difficulté, c'est de trouver autour d'elles des possibilités de soutien. Et du coup, au bout du compte, on peut passer à la slide suivante, hein. Dans cette étude, si on met ensemble, hein, les difficultés d'accès, les difficultés d'usage, au bout du compte, hein, c'est quasiment un tiers de l'échantillon, un tiers des répondants, 27%, qui disent avoir déjà renoncé à demander une prestation ou avoir déjà abandonné des démarches pour accéder à leurs droits parce qu'il fallait passer par le numérique. Et là encore, si on regarde, hein, les petits carrés en dessous, on voit que ce chiffre, il est plus élevé pour certaines populations. Donc, si on prend les choses de manière générale, c'est 27%, mais si on zoome sur les répondants qui sont en situation de précarité multidimensionnelle, on arrive à quasiment 1 sur 2, 43% des personnes qui, du coup, ont renoncé. Donc, au bout du compte, effectivement, se sont retrouvées en situation de non-recours. Ce sont 41%, hein, des répondants les moins diplômés, 36% des répondants de nationalité étrangère et 34% des répondants de plus de 60 ans. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Et si on regarde, encore une fois, hein, si sur le plan statistique, on fait des régressions, on voit en effet, hein, que aujourd'hui, la variable numérique est une des variables qui est la plus discriminante dans l'accès aux droits. Effectivement, ce n'est pas des choses qu'on voyait il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, parmi, hein, les variables qui influencent le plus le recours ou le non-recours, c'est effectivement cette variable de l'accès et ou de l'usage du numérique. Je vous ai mis effectivement, vous pouvez passer après, au-delà des chiffres, je trouvais important de partager des verbatim, mais j'imagine que vous en avez tous en tête et que ce sont des choses que vous entendez aussi. Mais voilà, je trouvais intéressant, hein, de redonner aux répondants de cette enquête leurs mots. Cette personne qui dit la dématérialisation et le tout numérique des démarches est un profond frein à l'accès aux droits. Et moi, l'idée que j'aime bien, c'est un renvoi de balle aux citoyens. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de le dire. Cette impression, qui n'est pas qu'une impression, en effet, hein, d'un transfert de charge, un transfert de la charge de certaines procédures sur les personnes pour éviter effectivement, hein, que ce soit certaines institutions qui doivent faire certaines procédures pour ouvrir les droits des gens. Et puis, bien sûr, on peut l'imaginer, des transferts de charges aussi sur d'autres professionnels. Et ça, on le sait bien parce que finalement, hein, dans ce contexte-là, les travaux d'Emmaüs Connect et d'autres, hein, l'ont bien montré,
le fait que il y a certaines personnes qui se dépatouillaient avant pour accéder à leurs droits, qui n'y arrivent plus et qui du coup ont besoin aujourd'hui d'être aidées par des professionnels du social parce qu'il faut passer par le numérique. Je trouve aussi intéressant ce que disait cette personne, penser aux personnes qui ont du mal à lire et à écrire sur Internet. Il faut toujours lire et écrire. Donc là, on voit bien comment on s'articule différentes choses. La question, effectivement, du rapport déjà à la lecture et à l'écriture, des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas nécessairement acquises sur la lecture et l'écriture. Et du coup, voilà, Internet n'enlève pas la complexité du langage administratif et surtout, Internet va empêcher qu'on ait potentiellement des échanges directs avec un professionnel comme on pouvait les avoir avant quand on remplissait un document au guichet d'une institution. C'est vraiment ça qui nous avait amené avec Philippe Varin il y a quelques temps à écrire ce papier qui était le non-recours, le risque de ne plus, le numérique, le risque de ne plus prévenir le non-recours. Le fait qu'en fait, en faisant beaucoup plus à distance, en imposant des interactions à distance, quelque part, ça prive les personnes de contacts directs au travers desquels elles peuvent poser des questions quand elles sont questionnantes sur est-ce que je dois mettre cette information dans telle case. Les personnes pouvaient avant peut-être aller voir l'agent en disant est-ce que je remplis ça ou je remplis ça. Et donc, c'est vraiment là aussi où on s'était dit, finalement, on va potentiellement empêcher ces interactions, ces échanges qui, justement, éviteraient potentiellement des situations de non-recours. Si on avance un petit peu pour aller tranquillement vers la conclusion, ce qu'on observe, nous, c'est des types de non-recours qui sont plus directement liés à la dématérialisation. Des situations effectivement qu'on pourrait appeler, si on se réfère à la typologie de l'Odénor, des cas de non-demande, des personnes qui savent que quelque chose existe, qu'une aide existe, mais qui ne vont pas du tout la demander parce qu'il faut effectivement le faire par Internet. C'est cette personne-là qui me disait, je sais qu'il y a des aides pour ma situation, mais je ne peux pas demander par Internet, je ne sais pas. Donc là, on est effectivement dans une non-demande qui est consciente en fait, mais la personne fait face à ce frein du numérique. On observe aussi l'augmentation de situations de non-réception. Des personnes, en effet, qui vont commencer une démarche, qui vont aller, par exemple, à un guichet et à qui on va dire, en fait, non, là, non, je ne vais pas prendre votre demande, soit vous allez à la borne, soit vous rentrez chez vous et vous faites ça à distance. Donc, c'est des personnes, effectivement, qui ont commencé à se mettre quelque part en marche pour aller demander quelque chose. Et en fait, elles ne vont pas recevoir ce quelque chose parce que finalement, ça va vraiment court-circuiter leur démarche, se renvoie vers le numérique. Ou des personnes, on en parlait, qui commencent à remplir un document et en fait, ça ne marche pas. Ou alors, elles vont envoyer le document, puis finalement, ce n'est pas la bonne info. Donc, au bout du compte, elles ne reçoivent pas ce à quoi elles pourraient prétendre. Et puis effectivement, cette augmentation de forme de non-recours qu'on va appeler du non-recours frictionnel ou ces ruptures de droit. Le non-recours frictionnel, c'est les personnes qui ont des droits ouverts mais qui oublient effectivement ou qui n'arrivent pas à transmettre une information ou qui transmettent une information qui est erronée, ça va suspendre le droit. Et donc, du coup, ces situations-là sont effectivement plus fréquentes aussi depuis qu'on a de plus en plus de procédures dématérialisées. Et effectivement, on revient sur ce point qui est vraiment un point crucial de personnes qui accédaient à leurs droits et qui n'y arrivent plus. Et donc, ce qui nous intéresse, nous aussi, en tant que chercheurs, c'est ce que ça produit pour les personnes. Et les personnes nous parlent beaucoup du ressentiment, de la colère que ça peut générer, que des personnes, on peut avancer, il y a un verbatim après qui est assez intéressant où la personne dit bien, alors elle parle effectivement de déshumanisation. Elle dit la déshumanisation est dure, l'interaction sociale en direct avec des êtres humains en face à face devient bannie. Restez chez vous, ne nous recontactez pas, faites les démarches via le site. Nous n'avons pas de créneau horaire pour vous recevoir. Et ce elle rajoute, l'impression de la population est que l'on ne veut pas nous voir. On est prostré, désabusé, mais aussi en colère. Et je trouvais ça intéressant aussi de se dire derrière, il y a des personnes qui nous racontent aussi que, en fait,
elles veulent plus du tout avoir affaire à des institutions. Du coup, elles se privent de leurs droits parce qu'en fait, elles sont pas d'accord avec ce mouvement-là. Parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est que voilà, il y ait une préservation d'accueil physique qui puisse vraiment aussi leur permettre d'exprimer leurs difficultés, de dire à quel point c'est difficile et sans reporter forcément ces interactions sur d'autres professionnels dont elles savent que ce n'est pas forcément le travail. Et puis, je trouvais intéressant de finir sur ce dernier verbatim que moi, j'aime vraiment bien parce que il y a cette idée aussi que souvent, on se dit, bah voilà, il y a des gens qui n'y arrivent pas avec le numérique et en fait, faut faire en sorte qu'ils y arrivent. Et la personne nous dit, en fait, parfois, ce ne sont pas nous qui ne sommes pas capables, mais c'est les logiciels, les formulaires à remplir qui ont des ratés. Et je trouve ça intéressant aussi, cette idée de dire, en fait, encore une fois, on responsabilise beaucoup les individus et on va chercher à les rendre plus autonomes et tant mieux quelque part, mais attention à ne pas oublier aussi qu'il y a tout un travail qui doit continuer pour rendre les interfaces plus opérationnelles, pour faire en sorte que les formulaires dématérialisés soient plus compréhensibles. Et donc, de réfléchir aussi à qui est responsable de quoi dans toutes ces histoires de dématérialisation. Je vais m'arrêter là. Je vous laisserai prendre connaissance peut-être de la dernière diapo à un autre moment, parce que peut-être qu'elle renvoie à d'autres éléments de la discussion que vous aurez sur est-ce que les personnes ont déjà été chercher du soutien dans des structures qui peuvent proposer des services, effectivement, soit de médiation numérique. Donc, vous pourrez tranquillement prendre connaissance de ça et je m'en arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet éclairage qui nous objective et qui nous rend plus concrets les difficultés liées à tout ça. Et peut-être on garde l'ensemble des questions quand on aura déroulé toutes les interventions. Ce sera peut-être. Alors, je me disais que comme Elena doit nous quitter un petit peu avant la fin, peut-être qu'on peut faire une exception pour cette intervention et prendre les questions en rapport maintenant, comme ça, ce sera… Sur cette intervention, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et on a déjà un commentaire et une question dans le chat. Je peux les lire s'il faut, surtout la question. Donc, alors, je me rappelle plus trop à quel moment elle est arrivée dans la présentation, mais la question était formulée comme ça. Est-ce que ça change le rapport à l'institution? Exemple, plus de contrôle, moins d'accueil adapté, avec la dématérialisation et avec pour conséquence le non-recours. Alors, ça devait être en lien avec une partie de la présentation, je pense, mais peut-être que dans ce cas, la personne, alors soit la personne qui a posé la question dans le chat peut rebondir et prendre… Oui, elle a eu des réponses après. Et ben, dans ce cas-là, la question est close. Moi, j'avais juste une remarque. Là, bien sûr, on a parlé que de l'aspect administratif et de l'accès aux droits, mais tout ça baigne dans un environnement qui est bien plus large, parce que dans la vie quotidienne classique, quand on va faire ses achats pour passer en caisse automatique, quand on va… enfin, il y a plein… C'est un environnement tout entier qui vient comme ça. Est-ce que sur ces aspects-là, qui ne sont pas que les démarches administratives, il y avait des choses dans l'enquête? Oui, bah, c'est vrai que alors les personnes focalisent quand même beaucoup Oui, sur bien sûr. l'impact, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un enjeu tellement fort, en fait, Oui. à réussir, je vais mettre des guillemets, mais réussir effectivement à faire sa démarche pour accéder à une prestation qui va nous permettre en effet d'avoir un minimum de ressources, ou qui va nous permettre que notre dossier d'accès au logement il soit bien dans les bons canaux. Effectivement, c'est un enjeu très très fort pour les personnes, et je pense que ça démultiplie en fait les angoisses, l'anxiété aussi de l'usage et de la réussite quelque part de ces démarches. Mais les personnes, bien sûr, nous disent, et c'est un petit peu ce qu'on voit à travers certains commentaires, cette idée que
c'est partout et que quelque part, il y a vraiment une transformation profonde de ce qu'on demande aussi aux citoyens à travers tout ça et une demande en fait qui est un peu latente dans les différents commentaires de préservation quoi, d'interaction directe et d'humain. Et ça, je pense que en effet, parce que les personnes ressentent très fortement l'impact du numérique dans leur vie très quotidienne. Et du coup, il y a vraiment cette envie de dire: «Oh, moi, je veux autre chose», quoi. Et c'est vraiment aussi ce qu'on essayait de dire dans ce petit papier, avec Philippe Varin dont je parlais tout à l'heure, cette idée que, heu, aussi se voir, en vrai, c'est se connaître et c'est se reconnaître, en fait. C'est cette idée de dire: le guichet, c'est pas juste instruire des droits. Un guichet, c'est aussi des agents dans une institution qui découvrent ce qu'est vraiment leur public, avec un S, quoi. Et pour, les personnes, bah, c'est la possibilité en effet de dire ce qu'est leur situation quotidienne et c'est vraiment ça qui nous intéressait aussi, c'est de dire: «Attention, ces choses-là qu'on va remplacer par, de la machine, par de l'automatisation, ben, en fait, ça a un rôle qui est bien au-delà, en fait, de l'accès aux droits». C'est la possibilité, en fait, de savoir, qui sont les gens aujourd'hui à qui on a affaire, qu'est-ce qu'il y a derrière, les dossiers comme réalité. Donc voilà, c'était un petit peu ça notre propos. Très bien. Alors, il y a Merci. une D'autres? demande de parole. Je vais peut-être Oui. ouvrir le micro de Monsieur Guézou. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Oui, alors on va peut-être faire les questions assez rapidement parce que comme je le disais, là, c'était un peu une exception pour cette intervention, mais voilà. Donc Monsieur Guézou, vous pouvez poser votre question assez rapidement si possible. Alors normalement, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Votre micro est fermé. Là, il est rouvert, donc normalement, vous pouvez parler. Non, alors on ne vous entend pas, mais alors dans ce cas-là, peut-être poser votre question dans le chat. Et donc, on voit aussi d'autres questions apparaître dans le chat. Donc, Monsieur Guézou, n'hésitez pas à mettre la vôtre à l'écrit dans le chat si vous le souhaitez, parce que pour l'instant, normalement, votre micro devrait marcher, mais a priori, ce n'est pas le cas. Et donc, on a une autre question dans le chat. Donc, est-ce que le terme de dématérialisation n'est pas un piège? J'ai l'impression que ça nous empêche de voir que recourir à ces droits sur Internet nécessite du matériel, de l'équipement, etc. Et donc que cela nécessite que les associations du travail social s'équipent correctement. Oui, peut-être effectivement qu'il y a une nécessité de réfléchir au terme, ça c'est vrai que, c'est possible, mais je crois que derrière, bien sûr qu'on on a parlé de l'impact là sur les «publics» entre guillemets, mais l'impact sur les professionnels, il est aussi, à observer et la nécessité en effet, de réfléchir à ce que ça fait. Heureusement, il y a des travaux qui ont émergé, ces dernières années aussi là-dessus, qui montrent bien, que les professionnels, eux-mêmes ne sont pas, égaux face à cette question, de la dématérialisation, si c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, et que potentiellement, les moyens qu'on va leur apporter, très concrets, mais aussi les formations qu'on va pouvoir leur donner, le sens aussi qu'on va pouvoir donner à ce mouvement, parce que c'est souvent ce que nous disent aussi les intervenants de terrain. C'est quoi le sens de tout ça, en fait? Je vois bien pourquoi on nous impose ces outils numériques et le passage par le distanciel. Mais c'est quoi le sens si vraiment on réfléchit en faisant ce lien entre accès aux droits et dématérialisation? Est-ce que vraiment ça a du sens, ne serait-ce qu'au point de vue économique? Parce que de fait, ce sont des situations qu'on va laisser peut-être se dégrader et qui derrière, seront beaucoup plus difficiles, à remettre, quelque part sur les rails. Bon voilà, c'est qu'une réponse et je vois que d'autres peuvent, apporter. Oui, je me permets d'ajouter, sur ce terme de la dématérialisation, effectivement, il est très trompeur. Et au-delà même de la question de l'accès aux droits et de toute la matérialité que ça implique pour les travailleurs sociaux, il y a aussi la question, environnementale qui est peut-être moins le sujet, de nos échanges d'aujourd'hui,
mais qui selon moi, est assez importante. Quand on parle de dématérialisation, on a l'impression que tout ça, ça va partir dans les nuages et qu'en fait, parce que c'est plus et qu'il y aurait plus rien de palpable. Alors déjà, parler de dématérialisation, ça n'a aucun sens puisque même l'air, enfin, tout ça, c'est de la matière. Mais, il y a un sujet aussi qu'à un moment donné, le numérique, ce sont des câbles, ce sont des terminaux, ce sont des serveurs et tout ça, ça a un réel impact, environnemental, économique et cetera. Donc oui, je tenais juste à ajouter aussi cet élément sur le fait que la dématérialisation, en effet, c'est un terme qui est très trompeur. Et juste, si je peux me permettre, il y a des travaux intéressants qui sont menés actuellement par le Conseil national de lutte contre l'exclusion sur ces questions-là, pour faire un lien justement sur ce que dit Victor, hein, entre transition écologique aussi, questions sociales et rapport au numérique. Et je trouve que c'est intéressant aussi de saisir les choses de cette manière-là, pour nous amener à réfléchir un peu différemment. Alors, on avait d'autres remarques et questionnements dans le chat, mais peut-être qu'on peut poursuivre. Et comme je pense qu'il y aura des éléments de réponse peut-être dans les interventions ensuite. Donc, si ça vous convient comme ça, on peut… Oui, il y a quelques éléments du chat qui concernent la troisième partie sur les réponses, donc on pourra y revenir, les reprendre. Mais est-ce que c'est une fausse idée de penser que, parce que c'est ce que je ressens, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai, que plus l'accès dématérialisé augmente et moins on accepte de garder des voies de recours autres. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait encore à téléphoner ou à prendre un rendez-vous si ça ne marchait pas, mais maintenant, même téléphoner, c'est très difficile en fait. Donc, on ne veut vraiment pas de contact oraux ou physiques, même oraux. C'est ça qui est peut-être dommage, quoi. Ouais, c'est une réflexion effectivement qui ressortait aussi beaucoup dans les verbatim dans cette étude, de gens qui nous disent en fait, surtout voilà, une stratégie entre guillemets multicanal, quoi. L'idée Oui, effectivement voilà. et surtout du téléphone, ce qui Mm. avait été un petit peu revalorisé durant la période de crise sanitaire, où plein d'intervenants ont redécouvert les vertus aussi, hein, de la possibilité de téléphoner. Et en effet, cette idée d'avoir plusieurs possibilités, et puis de toute façon, enfin, ça devrait être une obligation en fait, Oui, hein, c'est tout à aussi fait. ce que dit le défenseur des droits, hein, qu'il faut absolument maintenir d'autres canaux de communication avec les institutions, parce que sinon, cette rupture d'égalité dans l'accès aux services publics, elle est nécessairement condamnable, hein. Mm. Oui, et peut-être juste ajouter, puisque la question c'est, de base, c'était: «Est-ce que c'est qu'une impression?» Non, c'est pas une impression, c'est une réalité et surtout, je pense que c'est important de dire que c'est pas une fatalité et que tout ça, c'est lié à une volonté Ben oui. politique. C'est-à-dire que c'est une obligation qui est initiée, qui a été notamment enfin, qui a été renforcée par le plan d'action publique 2022, qui a été porté par le gouvernement, précédent et qui continue d'être porté par le gouvernement actuel et que donc c'est une volonté. Donc ça peut être, on peut y remédier si on suivait les recommandations de la défenseure des droits, on pourrait y remédier. Elles sont, d'ailleurs, très bien, développées dans le rapport de février 2022, que je vous invite à lire si Mm. si ça vous intéresse. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, Monsieur Guézou n'a pas réussi la connexion avec nous. Oui, c'est ce que je disais, donc je lui ai répondu en direct. D'accord. J'ai essayé, alors j'ai fait tout ce que je pouvais moi de mon côté, donc c'est-à-dire ouvrir le micro. J'essaye de chercher mieux, mais pour l'instant, je ne trouve D'accord. pas. Espérons que ça se résolve d'ici la fin. S'il n'y a pas d'autres remarques, on peut peut-être passer donc à la deuxième partie qui est plus sur les conséquences au niveau des gens qui reçoivent ou qui s'occupent de ces publics, les conséquences qu'ils peuvent percevoir de cette situation sur les parcours et sur les situations des personnes et de certains publics plus spécifiques. Alors, je ne sais pas qui commence, si c'est Point d'eau ou Un toit pour tous.
Un point d'eau peut-être. Oui, on peut commencer par point d'eau. Très bien. Donc, Bonjour à Gaël tous. Paul. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler un peu des effets de la dématérialisation que je peux observer au sein de notre accueil de jour, donc point d'eau. Mhm. Donc en effet, la dématérialisation, elle se généralise, elle permet de simplifier certaines démarches, mais en fait, ça c'est surtout si on rentre dans la bonne case et que l'on est équipé du matériel nécessaire, qu'on maîtrise suffisamment l'outil informatique, on en a parlé. Et c'est évidemment pas le cas des publics que l'on reçoit, nous, dans notre accueil de jour, qui présentent souvent une situation administrative complexe, qui ne disposent pas de connexion Internet et qui peinent à effectuer les démarches en ligne. D'ailleurs, il ne suffit pas de disposer d'une connexion Internet. Il faut, Elena en parlait, un scanner, une imprimante, il faut savoir s'en servir, il faut joindre les fichiers au bon endroit, au bon format. Enfin, c'est vraiment une procédure qui est complexe et qui peut se révéler quasi impossible pour certains. Donc voilà, Francis, vous parliez tout à l'heure d'environnement et je pense que c'est vraiment ça parce que ça touche tous les domaines. Et maintenant, pour certains transports, par exemple, nous, on a des personnes qui ont besoin d'avoir une carte bancaire pour pouvoir acheter un billet en ligne parce qu'il n'y a plus de guichet. Donc, on bricole un petit peu à l'accueil de jour avec les cartes personnelles de chacun pour obtenir des billets, mais voilà, c'est vraiment pas évident. Et du coup, c'est vraiment devenu l'une de nos missions principales pendant les permanences. C'est de faire des déclarations trimestrielles, des actualisations Pôle emploi, envoyer des mails pour comprendre les retenues sur prestations, les blocages. Enfin, ça en parlait aussi, mais avant, effectivement, les personnes pouvaient se rendre sur place pour avoir une réponse, qu'on puisse leur expliquer. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu nous qui avons ce rôle. Donc, parfois, on a un peu l'impression qu'il y a certaines institutions qui ont externalisé leur accueil et que c'est nous qui sommes au guichet, quoi. Donc, voilà. On a toujours eu un rôle de médiation, mais le problème, c'est qu'il est lui aussi mis à mal par la dématérialisation parce que pour nous aussi, c'est très compliqué de rentrer en contact avec les institutions. On en parlait, c'est presque impossible d'obtenir un rendez-vous et même d'avoir quelqu'un au téléphone pour faire le point sur une situation. Donc, voilà. Donc, on constate que la situation, vraiment, elle se dégrade. Si on prend l'exemple de la sécurité sociale, par exemple, on avait établi il y a quelques années une convention avec eux pour pouvoir débloquer rapidement les situations complexes et qui étaient susceptibles d'être problématiques et d'engendrer de la violence, par exemple, au guichet. Donc, on travaillait avec la Sécu sur ça. Et maintenant que la dématérialisation, elle est passée je dirais, à un niveau supérieur avec une réorganisation interne, maintenant, nous aussi, on peine à avoir un interlocuteur. Et ça, c'est dramatique pour certaines situations. Il y a des dossiers AME ou CMU qui étaient établis en 3 jours. Et ça, c'est plus possible, c'est plus une réalité, quoi. Pour les AME, par exemple, on le constate, c'est une catastrophe. Il y a certaines personnes qu'on accompagne qui reçoivent leur carte AME 4 mois, 5 mois, voire des fois, c'est arrivé 9 mois après avoir fait la demande. Donc, quand on sait que l'AME est valable 12 mois, c'est assez cocasse, quoi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font la demande de renouvellement dès la réception de leur carte AME. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Sécu, mais c'est aussi le cas pour la CAF, pour Pôle emploi, pour la préfecture. La préfecture, c'est vraiment compliqué pour nous. Ça place les personnes dans des situations particulièrement stressantes. Par exemple, moi, je n'ai pas réussi à prendre un rendez-vous auprès de la préfecture depuis 2 ans. Là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas un créneau disponible. En sachant que la demande en ligne, c'est la seule manière d'obtenir un rendez-vous pour faire une demande de titre de séjour. Donc, voilà, ça pose question. Parce que les nouvelles plages de rendez-vous, elles sont délivrées le lundi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les gens doivent se connecter le dimanche soir à minuit
pour essayer d'obtenir un rendez-vous. Mais à ce moment-là, il n'y a personne, le dimanche soir à minuit. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'expliquer en détail, de noter les procédures aux personnes pour qu'elles puissent le faire par elles-mêmes dans la nuit du dimanche au lundi, mais elles restent seules devant leur téléphone. Donc, voilà, ça, c'est vraiment compliqué. Et du coup, ça amène… je pense que la dématérialisation, ça soulève un autre souci, c'est que le fait que les personnes, du coup, elles perdent en autonomie. Là où précédemment, elles se rendaient directement au guichet, elles remplissaient manuellement leur formulaire, maintenant, elles ont besoin d'assistance. Et je pense qu'on parlait du non-recours, mais je pense que ça en freine certains et que ça mène à des situations de non-recours. Donc, voilà. Surtout si on considère le contexte global de l'urgence sociale, où il est particulièrement compliqué d'obtenir un suivi social et une assistance dans ces démarches administratives. Si on est désectorisé et qu'on ne relève pas des SLS, c'est vraiment un parcours du combattant. Et du coup, nous, on a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'adressent à nous pour ces démarches. Donc, voilà. Donc, cette situation, elle est compliquée. Elle nous amène, comme j'ai dit, à effectuer beaucoup d'accompagnement autour de cette question et à tenter de mettre en place différentes initiatives pour tenter de lutter contre l'électronisme et permettre aux gens d'accéder à leurs droits. Et pour ça, on a mis à disposition, nous, au sein de l'accueil de jour, un certain nombre de postes informatiques pour faciliter l'accès à l'outil. On a recruté une personne en service civique qui a pour mission d'accompagner les personnes dans l'utilisation de l'outil numérique en individuel et en collectif. Et ça, on voit qu'après quelques mois d'expérimentation, on voit que c'est une action qui est quand même vraiment bénéfique, qui intéresse les accueillis, mais qui demande beaucoup de temps, d'investissement pour les personnes qui, du coup, ne sont pas familières avec ces outils ou, on le disait, qui maîtrisent mal le français. Donc, voilà, c'est vraiment fastidieux comme travail et du coup, il y en a beaucoup qui se découragent. Donc, voilà. Donc, nous, c'est quand même quelque chose qui est compliqué au quotidien. Je dépeins un tableau qui est un peu sombre, mais je dirais que c'est à l'image de ce que les accueillis nous renvoient sur la question. Donc, voilà, bon, il y a aussi de mon côté, il y a d'autres outils qui arrivent. Par exemple, le coffre-fort numérique, qui, quand on n'a pas d'hébergement ni de logement, peut se révéler utile et un outil intéressant. Voilà, pour conserver ces données de manière numérique et éviter d'avoir un classeur épais comme ça avec l'ensemble de ces documents. Voilà. Nous, ça, c'est une des pistes aussi qu'on est en train de travailler, là, de mettre en place ce coffre-fort pour remplacer aussi notre base de données qui, disons-le, est quand même très, très peu sécurisée. Voilà. Et qui n'est pas forcément en accord avec les règles édictées par la CNIL. Voilà. Donc, voilà un peu le retour que je pouvais faire sur Point d'eau et sur ce que nous, on constate au quotidien. Voilà. Oui, merci. Dans ce que vous dites, on voit bien le transfert de ce qui était fait avant par l'institution elle-même et ses accueillants, et qui maintenant est diffracté sur de multiples lieux qui veulent bien se saisir de trouver des solutions. Voilà. Donc, on va… C'est ça, c'est vraiment qu'ils veulent bien et dans le sens où on vient combler des manques, combler des lacunes et du coup, on prend ce rôle. Et parce que délaissé, voilà, ça aide les personnes et qu'elles n'ont pas d'autres espaces ressources pour le faire. Donc, oui, on voit bien ce mouvement-là. On va enchaîner avec un toit pour tous qui, sur un autre domaine avec peut-être de public un peu différent, va nous parler de ce qu'elle constate. Il y a, excusez-moi votre prénom, Élise. Elia. Merci. Alors, bonjour à tous. Du coup, nous, donc avec Élise, on est travailleuse sociale CESF.
Et donc, on va intervenir pour vous dire ce qu'on a pu constater sur le terrain et sur notre pratique, ce qu'on a pu constater avec toute l'équipe. Donc, on va vous parler des difficultés concernant les compétences administratives, aussi liées à l'environnement numérique et aussi le rapport au numérique des personnes. Donc, dans un premier temps, par rapport à l'environnement numérique, il y a plusieurs choses qu'on a observées. Déjà, l'accès au numérique en lui-même et à l'outil peut être assez compliqué parce que souvent les personnes, alors, ou elles ne sont pas équipées du tout de ces outils-là, ou alors c'est exclusivement chez un proche. Par exemple, on peut le retrouver chez les personnes âgées qui n'ont pas forcément d'équipement chez eux, mais qui l'ont chez les petits-enfants ou les enfants. Donc, forcément, ils dépendent de leurs proches, de tiers pour pouvoir faire les démarches. Pareil, on observe une grande disparité au niveau de l'équipement et selon les territoires aussi, il y a des communes qui, par exemple, proposent des permanences ou des temps d'accès à un ordinateur et d'autres pas du tout. Donc forcément, cette grande disparité entre les territoires a un impact fort sur les personnes. Et aussi les délais d'attente pour pouvoir avoir accès à un accompagnement ou accès à voilà, pas via le PIMS ou via CCAS, centres sociaux. Donc, ça peut être très compliqué selon le territoire où se trouvent les personnes. On peut observer aussi que beaucoup de personnes ont des téléphones, même les personnes âgées, mais elles ne l'utilisent pas forcément pour les démarches administratives. Donc, elles savent l'utiliser pour appeler, pour faire des SMS, voilà, des choses assez basiques avec un téléphone. Mais tout ce qui est lié plus aux démarches administratives où il y a besoin peut-être d'avoir une bonne vue, de savoir utiliser le tactile, peut-être voilà, devoir zoomer, des choses comme ça peut être plus compliqué pour les personnes. Voilà, donc on a observé ça. Et aussi, le fait d'avoir un téléphone ne résout pas tout, puisqu'il faut avoir un réseau Internet, il faut bien capter Internet, il faut avoir un forfait qui soit compatible aussi. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on a pu observer sur le terrain. Après, au niveau des compétences administratives, là, c'est vraiment plus lié aux compétences des personnes sur les démarches administratives. Il y a pas mal de choses aussi qui ressortent et qui peuvent être en lien avec ce qui a été dit précédemment, notamment avec l'utilisation du PC, du téléphone et être à l'aise avec l'utilisation, savoir se servir d'une souris, d'un téléphone. C'est pas forcément pratique pour tout le monde. Et c'est là que, nous, on le voit en rendez-vous, hein, on nous donne le téléphone pour qu'on le fasse ou on se connecte, nous, sur nos ordinateurs parce que les personnes, elles n'y arrivent pas. Et puis même la complexité des démarches qui étaient déjà compliquées en format papier pour certains et qui se compliquent d'autant plus par la dématérialisation, notamment tout ce qui est déclaration trimestrielle, création des comptes, où du coup, créer un compte, ça renvoie après sur son mail, parce que sur les mails, il y a des codes pour activer le compte, sauf que tout le monde n'a pas un mail ou tout le monde ne sait pas utiliser le mail. Il y a des proches du coup qui créent des mails et après les personnes elles-mêmes, elles ne savent pas spécifiquement, elles ne savent pas particulièrement les utiliser ou aller dessus. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est mot de passe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti au niveau de l'équipe. Les mots de passe, c'est impressionnant. On en crée un avec les personnes. On peut la revoir un mois après et ça peut tout à fait avoir changé parce qu'elle l'a oublié, elle s'est connectée avec quelqu'un d'autre ou elle ne l'a pas noté. Après, il y a les changements de téléphone où du coup les numéros changent. En fait, c'est la dématérialisation aussi. Il faut toujours mettre à jour tous les comptes. Les mots de passe, c'est toujours c'est des réactualisations permanentes qui sont assez compliquées, surtout quand on n'arrive pas à l'utiliser le numérique ou très peu. Après, ça revient où on a ce que disait ma collègue tout à l'heure, on a des proches qui aident, sauf que du coup, il y a le manque d'autonomie parce que c'est la personne qui fait à la place d'eux. La personne, elle va envoyer sur son propre mail à elle. Du coup, la personne concernée à la base ne va pas forcément savoir quelle démarche va être faite ou la suite des démarches. C'est assez compliqué quand il y a des intervenants, il y a des multiples intervenants et puis souvent, ce n'est pas forcément le même proche qui accompagne, donc ça multiplie les personnes qui interviennent. Après, on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup d'applications qui sont mises en place par les différentes institutions. Donc, quand les personnes elles savent se servir un petit peu du téléphone et d'applications, ça fonctionne. Mais il y a vraiment aussi derrière un manque de confiance. Nous, on le voit au niveau des permanences numériques. On a
Un toit pour tous, on a des permanences numériques qui concernent la recherche de logement. C'est soit on a des personnes qui savent pas du tout, très très peu se servir du numérique, c'est-à-dire utiliser leur mail, se connecter, utiliser la souris. Soit on a des personnes qui savent utiliser le numérique, mais en fait qui ont vraiment des difficultés à savoir sur quel lien aller chercher, être sûr du lien. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Parce que du coup, la recherche de logement, faut faire un petit message en indiquant pourquoi on recherche un logement, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça soit lu? Parce qu'aussi, des fois, il y a des ordinateurs qui trient en fonction des mots. C'est assez complexe au niveau des compétences. Voilà, c'est compliqué papier, mais alors numérique, ça ressort beaucoup plus. Et du coup, je vais rebondir sur ce que disait ma collègue, donc par rapport au rapport justement au numérique. Donc en fait, beaucoup savent utiliser par exemple leur téléphone dans l'utilisation de base, mais dès que ça touche après à l'administratif, des choses assez importantes liées à l'ouverture de droits ou des choses comme ça, les personnes elles vont développer aussi un stress, une espèce d'anxiété qui va faire que là tout de suite, ça va se complexifier pour les personnes et elles ne vont pas forcément vouloir le faire. Parce que voilà, ça englobe des choses assez importantes comme les ressources, comme voilà, les droits. Et forcément, il y a une espèce de phobie administrative qui peut ressurgir. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a pu observer aussi. Et elles ont très peur, notamment de mal faire. Elles se rabaissent beaucoup en disant mais non, de toute façon, moi, j'y arrive pas. Utiliser un téléphone, utiliser un ordinateur, c'est pas fait pour moi. J'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et du coup, elles se rabaisse, voilà, il y a une auto-disqualification des compétences de la personne alors qu'elle peut avoir un potentiel, mais elle ne va pas forcément essayer. Et elle s'imagine tout de suite que c'est très compliqué, voilà, que la démarche va être très complexe. Aussi, on retrouve l'aspect de la confidentialité. Donc les personnes souvent nous donnent leur code, voilà, parce qu'on se connecte sur les comptes pendant les rendez-vous. Les personnes généralement sont assez OK pour nous donner les codes et qu'on tape avec elles en leur présence ou en leur autorisation. Mais des fois, ça peut faire peur aux gens aussi, cet aspect-là. La confidentialité, elle peut avoir un a priori et se dire ah bah, je peux me faire pirater, voilà, on peut me voler des informations, on peut me prendre de l'argent. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent revenir aussi beaucoup chez les personnes âgées qui peuvent avoir eu des mauvaises expériences, ça te fait arnaquer ou voilà, démarcher, des choses comme ça. Et du coup, après, elles se retrouvent avec un a priori et elles ne veulent plus utiliser Internet. C'est déjà arrivé en rendez-vous qu'une personne me dit « je ne veux pas du tout passer par Internet, mais exclusivement par le papier parce que j'ai eu une mauvaise expérience et je ne veux plus rien avoir à faire avec Internet ». Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et puis en plus, il faut savoir, comme on l'a déjà évoqué, le fait que tout soit dématérialisé, c'est vraiment quelque chose d'imposé aux gens. C'est pas du tout un choix de leur part. Et ça, du coup, c'est très mal vécu parce qu'elles ont l'impression qu'en fait, elles sont dépossédées de leurs compétences qu'elles avaient déjà, leurs habitudes avec l'administratif papier, parce qu'elles sont déjà voilà, habituées à ces démarches, elles ont leur classeur, tout bien rangé, leurs papiers, elles avaient déjà des habitudes. Et maintenant, bah, tout est détruit, entre guillemets, parce qu'elles sont obligées de repartir avec des nouvelles habitudes qu'elles ne connaissent pas et elles se sentent un peu dépossédées, donc parce que c'est vraiment imposé, notamment parce qu'il n'y a plus d'accueil physique. Voilà, les personnes, elles aiment bien se rendre physiquement à l'endroit où elles veulent aller parce qu'elles veulent contrôler, voir si c'est bien fait. Et ça les rassure aussi. Il y a l'aspect très psychologique de vouloir aller sur place pour voir si tout va bien et que le dossier est bien pris en charge. Et bah, ça, c'est des choses que les personnes ne peuvent plus faire. Et du coup, ça peut engendrer du non-recours parce que les personnes, elles abandonnent les démarches. Voilà. Donc ça, c'est notamment les personnes qui préfèrent les démarches papier. Et puis aussi, la dématérialisation, ça pousse aussi les personnes. Donc le stress peut être engendré aussi par la pression que ça, donc par les mails, les SMS, tout va beaucoup plus vite que quand on reçoit un courrier. Quand on reçoit un courrier, on se dit, bon, on a le temps d'y répondre, c'est pas du tout la même temporalité. Quand c'est dématérialisé, on reçoit un mail, on reçoit un SMS, en quelques secondes, on se sent obligé de répondre très vite et on se dit « Ah, mais il faut absolument que je réponde, il faut absolument que je fasse une action, sinon ils vont passer au candidat suivant, par exemple pour le logement. Si on ne répond pas vite, le bailleur il va m'oublier et puis il va passer au candidat suivant. » Ça, c'est des choses qu'on retrouve et les personnes, directement, ça va leur mettre un stress. Et ça peut marcher aussi par rapport à la CAF. Il y a la CAF, quand il y a une alerte, il y a tout de suite le truc rouge qui apparaît, le bandeau, sur l'ordinateur et ça peut être très stressant pour les gens. Ils ouvrent leur compte et direct ils voient ça.
Donc ça aussi, ça peut être très anxiogène. Voilà, donc ils peuvent passer beaucoup plus facilement par les professionnels, tout de suite contacter la travailleuse sociale pour être rassurés, parce que justement, c'est des choses comme ça qui peuvent engendrer beaucoup de stress. Enfin, voilà, pour préciser, au niveau des bailleurs, en fait, nous, les bailleurs aujourd'hui, en fait, tout passe par dématérialisé. Ils envoient des mails maintenant aux locataires ou futurs locataires en disant il y a 48 heures de réponse par mail. Sauf que les personnes qui ne savent pas gérer forcément le mail, il faut qu'elles prennent contact avec leurs assistantes sociales, enfin, ou les personnes qui les accompagnent. Et 48 heures, c'est rien pour des fois chercher des papiers. Donc, c'est assez complexe. Et puis là, du coup, elles sont en grand stress parce que c'est je vais louper le logement. Enfin, et on ne peut pas envoyer par courrier. C'est bien écrit dans les mails. C'est 48 heures avec réponse par mail en format PDF. Voilà, et ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Après, il y avait le sujet de la barrière de la langue. Nous, le numérique en lui-même, on trouve que ce n'est pas forcément un blocage au niveau de la langue. Justement, c'est plutôt un point positif parce qu'on a quand même pas mal de sites qui se traduisent maintenant par le biais d'Internet et ça favorise aussi, enfin, tout ce qui est téléphone, mail, ça favorise vachement la communication. Parce que les personnes, en fait, nous, on peut envoyer le SMS, elles traduisent et puis elles nous répondent. Donc, ça nous permet quand même d'avoir pas mal de contacts avec des personnes qu'on n'arrive pas forcément à échanger en rendez-vous, en face à face, parce qu'on ne se comprend pas, ou du coup, en rendez-vous, là, c'est à ce moment-là qu'on utilise l'Internet pour faire la traduction. Enfin, c'est vraiment un point positif là-dessus. Les applications, c'est pareil, parce que, mine de rien, elles ont les informations qui manquent directement sur les dossiers, même si c'est assez stressant parce que là, justement, il y a toutes les couleurs qui apparaissent, c'est rouge, il faut envoyer dans tant de temps, mais au moins, on arrive quand même à avoir un petit point là-dessus. Et puis nous, ça permet aussi de suivre les dossiers quand on a les accès. Nous, après, ce qu'on fait, on est quand même souvent contacté pour répondre à des personnes où on nous dit j'ai besoin d'aide pour ma déclaration trimestrielle ou renouveler ma demande de logement social. C'est beaucoup de choses qui se font en ligne ou même des problèmes avec la sécurité sociale, enfin tout ce qui peut être ressources. C'est beaucoup de choses qui se font en ligne et que les personnes, elles ont du mal à faire. Donc nous, on les reçoit bien évidemment, mais du coup, on arrive aussi des fois à les orienter sur d'autres partenaires parce que voilà, malheureusement, on peut pas recevoir tout le monde et à un moment donné, ça bloque aussi, ça bloque l'accès au droit complètement parce que nous, on a un certain délai. Puis après, les autres structures, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit elles ne reçoivent pas ou elles reçoivent dans longtemps. Enfin, c'est assez quand même compliqué la dématérialisation. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages bien concrets. On va peut-être enchaîner tout de suite avec le public particulier des demandeurs d'asile avec Fanny Braud de l'ADA, et puis ensuite on ouvrira un bref moment d'échange. Alors, Fanny Braud, à vous. Bonjour. Donc c'est vrai que parler de migration, ça peut être intéressant parce que c'est souvent quand même un laboratoire d'expérimentation pour ensuite les autres publics. Donc la dématérialisation est omniprésente. On a eu l'impression un peu que c'était aussi le prétexte du Covid que de tester et d'expérimenter pendant cette période-là la dématérialisation. On se rend compte, on a un peu les mêmes constats que tout le monde, c'est-à-dire que l'administration, il n'y a plus de contact direct avec l'administration. C'est comme si le service public en fait était sans le public. Quand on a des réunions avec la préfecture informe voilà, il y a près d'un tiers des rendez-vous qui ne sont pas honorés. Donc, quand on sait la difficulté déjà qu'il y a pour obtenir un rendez-vous en se connectant le dimanche soir à minuit, on se demande comment c'est possible et on se demande pourquoi l'administration ne se pose pas plus la question de trouver les motifs de cette non-présence des personnes une fois qu'elles ont obtenu le rendez-vous. Et pour revenir sur le fait que ce n'est pas forcément l'outil ou les capacités de la personne pour accéder en fait au formulaire, c'est vraiment les formulaires qui sont mal faits.
Là, on s'est rendu compte que, voilà, à partir du 2 mai, toutes les demandes de titre de séjour pour les personnes qui sont bénéficiaires de la protection passent désormais par le site de l'administration. Ce site de l'administration qui a vocation ensuite à être généralisé à l'ensemble des demandes, autres titres de séjour. Donc pour l'instant, il y a en plus cette question de certaines demandes de titre de séjour se font encore par une prise de rendez-vous en ligne. D'autres demandes passent exclusivement par le site de l'administration des étrangers en France et d'autres demandes sont exclusivement par un passage au guichet. Donc il y a déjà la question de l'information qui implique qu'il y a forcément besoin d'une médiation, c'est-à-dire que des publics qui auparavant s'en sortaient sans besoin de médiation en particulier pour accéder à leur démarche, se retrouvent dans les permanences de nos associations. Nous, on a profité du fait qu'on déménageait pour, à la place de nos 2 permanences hebdomadaires, avoir des permanences tous les jours du lundi au vendredi. Ça n'a pas vraiment diminué en fait le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec une demande exponentielle parce que il y a ce besoin de médiation, mais aussi parce que ça induit plusieurs passages. Ce qu'on disait, c'est qu'une fois que la demande est déposée, souvent, il y a des pièces complémentaires qui sont demandées, ce qui n'était pas forcément le cas avant quand les demandes étaient directement faites au guichet, parce que les pièces pouvaient être apportées après, mais la demande, dans certains cas, était enregistrée. Là, pour pouvoir valider la fin de la demande et obtenir le récépissé, il faut avoir déposé toutes les pièces et d'autres pièces peuvent être demandées par la suite, ce qui inclut aussi le fait que les personnes passent de plusieurs fois pendant les permanences. Donc, il n'y a pas que la question de la fracture numérique, il y a aussi la question de l'information et il y a aussi la question de l'outil. Donc là, je voulais donner 2 exemples parce que c'est concrètement ce que nous, on reçoit en recevant. En fait, on accompagne des demandeurs d'asile, mais aussi de plus en plus des bénéficiaires de la protection, un peu pour pallier en fait le temps qu'ils puissent ouvrir des droits et rentrer dans le droit commun et être orientés ensuite vers les services locaux de solidarité. On les aide pour ouvrir ces droits. Donc, la première ouverture de droit, c'est d'avoir accès au récépissé et donc pouvoir déposer leur demande de titre de séjour au titre du bénéfice de la protection du réfugié. Donc, ça passe depuis le 2 mai exclusivement par le site de l'administration des étrangers en France. Et ce qu'on constate, c'est que ni l'administration, c'est-à-dire que quand on rencontre la préfecture, les agents de la préfecture le disent, c'est un outil qui n'est pas du tout adapté parce que il a été très peu expérimenté avant sa mise en ligne et le fait qu'on l'utilise exclusivement. Toutes les alternatives en fait au numérique ne permettent pas non plus de débloquer les situations. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone pour faire appel au centre de contact citoyen, mais ça va pas permettre, ça va juste permettre d'expliquer en fait comment faire les démarches. Mais si jamais il y a un blocage à cause du formulaire qui est mal fait ou des demandes qui n'est pas adaptées, ça ne va pas permettre de débloquer les situations. Ce qui permet de débloquer les situations, c'est uniquement un rendez-vous au guichet. Par contre, avant d'obtenir ce rendez-vous, on va demander à la personne si elle a bien appelé le centre de contact citoyen et ensuite si elle a bien adressé un email à l'email standard, bref, soutien ANEF pour pouvoir valider que bon, voilà, la situation de blocage, elle est liée à mon truc. Donc, c'est vraiment pour ça aussi qu'il y a cette nécessité d'avoir une médiation. C'est que depuis le 2 mai, qu'il y a la mise en œuvre de l'ANEF, on commence à savoir ce qui bloque et ce qui sera pas débloquable uniquement via le site, ce qui passera forcément par les services de la préfecture.
Sauf que comme il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, beaucoup de cas particuliers, par exemple pour les personnes qui déposent un titre de séjour parce qu'elles ont un enfant mineur qui est bénéficiaire de la protection, elles ne peuvent pas créer de compte via la NEF si elles ont un titre de séjour qui a expiré depuis plus de 9 mois. Donc ça, c'est un blocage qui existe et qu'on sait parce qu'on a essayé plusieurs fois et qu'il y avait plusieurs fois le blocage qu'on a pu identifier pourquoi. Ça implique qu'il faut déposer une demande de rendez-vous par mail, ce que la personne ne va pas pouvoir faire automatiquement parce qu'elle n'a pas accès à l'adresse mail via les informations qui sont présentes sur le site de la préfecture. Et les délais actuels de réponse sont de 3 semaines avant d'avoir une réponse pour un rendez-vous potentiel pour le guichet. Ensuite, les autres problèmes, donc il y a un problème déjà à l'accès au site pour, dans un certain cas, si le visa a expiré a expiré tout court, la personne ne va plus pouvoir non plus déposer sa demande de titre de séjour. Donc c'est vraiment, nous, ce qu'on constate le plus, c'est ce genre de blocages qui ne sont pas liés aux personnes elles-mêmes et à leur capacité à se connecter, mais plutôt à... Il faut avoir l'information. L'information, on ne la trouve pas nécessairement sur le site. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ont attendu des mois et des mois avant d'avoir un rendez-vous en préfecture parce qu'elles avaient fait la demande via le formulaire sur le site de la préfecture pour réunification familiale, parce que sur le site de la préfecture, c'est juste marqué RF, donc ce n'est pas spécifique si c'est pour un regroupement familial ou une réunification familiale. Elle se retrouve ensuite au guichet pour qu'on lui informe « Ah non, non, ce n'est pas via le formulaire en ligne, vous auriez dû passer par la NEF, donc on ne peut pas recevoir votre demande. » Parce qu'en parallèle, en plus, auparavant, donc, le service qui gérait toutes les demandes liées aux familles de réfugiés et aux réfugiés, c'était le service séjour, et c'est repassé au service asile, toujours à la même période, en mai. Sauf que les informations sur le site n'ont pas forcément été mises à jour. Donc, on peut peut-être passer la slide. Donc, il y a ces 2 sites, il y a la NEF et il y a aussi le fait que maintenant, pour l'OFPRA, tout se passe en ligne. Ça veut dire que les notifications des décisions ne sont plus par voie postale, mais par numérique. À partir du moment où la personne, même si elle sait se servir de son smartphone, clique sur la décision, elle est réputée notifiée, donc elle est réputée lue. Si par exemple, elle a été mise à disposition, mais que la personne ne l'a pas lue, au bout de 2 semaines, elle est quand même réputée notifiée. Donc là, c'est en place depuis juin et on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connaissance de leur décision négative de l'OFPRA et ne se rendent compte qu'elles ont une décision négative que quand l'allocation pour demandeurs d'asile leur est coupée des mois après. Et on a un peu peur que ça se développe par la suite parce que c'est en place depuis juin. Donc, il risque d'y avoir encore des personnes qui ne sont plus dans les temps pour faire des recours. Pour revenir peut-être la slide suivante sur la NEF, donc à partir du 2 mai, ça s'est un peu généralisé pour un certain nombre de demandes. L'idée, le calendrier n'arrête pas de changer, c'est que toutes les demandes passent désormais par ce site de l'administration numérique pour les étrangers en France. Et ça n'arrête pas de se repousser parce qu'ils se rendent déjà compte qu'ils ont du mal à gérer avec les demandes actuelles. Ça induit beaucoup de travail supplémentaire aussi pour les agents. Le truc, c'est que voilà, l'idée qui était à la base, qui justifiait le numérique, c'était une simplification et on se rend compte que ce n'est pas du tout plus simple, dans le sens où il y a toujours besoin de toute façon d'un agent qui valide la demande. Les documents qui sont transmis, peut-être la slide suivante,
Donc, l'accès, ça veut dire, voilà, les documents qui sont transmis ont aussi changé à partir de mai. C'est plus les récépissés traditionnels. C'est maintenant soit une confirmation du dépôt de la demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction ou une attestation de décision favorable. Le truc, donc, c'est que ces documents sont imprimés directement via le site par la personne. Ils ne sont pas forcément reconnus par toutes les autres administrations. C'est-à-dire que la préfecture, quand on a eu la première réunion en juin sur la nef, nous avait dit oui, on va transmettre à la CAF, à la CPAM pour que les documents soient bien reconnus. Au final, on a eu la communication que ça a été réellement transmis qu'en novembre. Et ils sont tellement mal faits, ça veut dire que pour les personnes qui sont bénéficiaires de la protection, parfois il y a un bug, c'est pas reconnu réfugié, mais c'est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Donc les documents eux-mêmes sont parfois des faux et pourtant ils sont délivrés par l'administration. Dans le libellé même du document, c'est indiqué, par exemple, pour l'attestation de décision favorable, que ça permet le franchissement des frontières Schengen. Du coup, c'est pareil, on peut se poser légitimement la question si c'est les frontières internes ou externes, mais en tout cas, à la frontière, on a pu constater que pour certaines personnes, ça a posé problème la présentation de ce document qui n'était pas semblable aux autres documents. Et ça induit aussi une insécurité pour les personnes qui n'ont pas l'impression que c'est l'attestation définitive. En plus, il y a quand même cette question que une fois que le document est délivré, donc il a une durée de validité, l'administration nous disait que de toute façon, ce serait renouvelé automatiquement, mais en réalité, ce n'est pas renouvelé automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de l'action d'un agent qui met en ligne le nouveau document. On a constaté plusieurs fois que les documents n'étaient pas mis en ligne pour les renouvellements de récépissés. Ça implique que la personne doit de nouveau écrire, de nouveau demander que le document soit mis en ligne. Je suis bien la slide suivante. Il y a aussi le fait que parfois, donc, lors de l'instruction de la demande après par l'agent, l'agent clôt intempestivement la demande pour un motif, donc soit parce que la personne n'a pas répondu au bout de 30 jours. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, la personne doit reprendre à zéro toute la demande. Donc, pour chaque demande, il faut fournir une e-photo avec un numéro qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Ça induit aussi un coût pour un public qui n'a pas forcément les moyens de... En plus, parfois, la demande est close pour une erreur de l'administration, mais ce sera quand même au demandeur de repayer cette e-photo pour avoir de nouveau accès à la demande. Et on a pu constater, voilà, pour des personnes, voilà, parents d'enfants réfugiés où l'administration exige l'attestation, l'acte de naissance OFPRA quand l'enfant a par ailleurs un autre acte de naissance, par exemple français, et donc n'a pas besoin de prouver sa nationalité par acte de naissance OFPRA. Les demandes sont closes et il faut reprendre à zéro alors que c'est l'administration qui a fait l'erreur. De la même façon, il y a beaucoup de documents qui sont parfois, pendant toute une période, c'est pareil, l'attestation de domiciliation de l'ADA qui est agréée n'était pas acceptée par l'administration, donc on était obligé de repasser par une demande de domiciliation via le CCAS, alors que les personnes, normalement, peuvent utiliser l'attestation de l'ADA. Donc, on va peut-être avancer un petit peu, si vous Oui. avez encore des points. Non, après, c'est un peu ça. Donc, c'était un peu pour revenir. Donc, l'OFPRA, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais pour revenir sur le fait que souvent, c'est pas la question de l'accès au numérique n'est pas forcément toujours liée à l'usager, mais c'est Oui, aussi ce qui est intéressant dans votre intervention, c'est que toute la défaillance en fait du système
qui s'annonce comme simplifiant et qui en fait ne fait que rajouter de la complexité parce que lui-même n'est pas très au point pour gérer, puis il est changeant de façon incessante. Donc on a aussi de l'autre côté pas mal de défaillances qui expliquent que la numérisation est de plus en plus difficile, surtout pour les situations des demandeurs d'asile. Oui. En tout cas, ça, c'est un éclairage qu'il faut effectivement pas perdre de vue. Et puis, on se demande si on avait voulu inventer des sauts d'obstacles, si on aurait fait aussi bien que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais donc, on va peut-être enchaîner tout de suite sur les réponses face à cette situation. Et puis, on verra si on a un petit peu de temps pour quelques questions. Désolée, mais on s'est fait prendre par le temps. Alors, peut-être je vais demander à Emmaüs Connect, à Victor Bézang-Michelin de nous dire, face à tout ça, que peut-on faire et que fait-on? Merci beaucoup. Alors, on peut passer tout de suite à la slide suivante. Je crois que la mise en forme a sauté. Ouais, ok. Est-ce que je peux partager plutôt mes slides? J'ai l'impression qu'à l'envoi, la mise en forme a complètement sauté, si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de souci. Du coup, je départage de mon côté. Ouais, il y a pas de problème. Je suis désolé, c'est entièrement de ma faute puisque j'ai envoyé tout ça un petit peu au dernier moment. Alors, je me partager. Ah, je ne peux pas partager mon écran. Bon. Il faut une autorisation. Il faut lui donner l'autorisation. Non? Ouais, je pense. Alors, je regarde de mon côté. Je suis désolée, c'est mon premier 12-14 aussi. Aucun souci. Je vais faire ça pour l'instant. Et puis, si vous pouvez me le donner à un moment donné, je ferai avec. C'est pas grave. Alors, peut-être juste pour commencer très rapidement, afin que vous compreniez bien un petit peu la légitimité, on va dire, que nous, on a chez Emmaüs Connect à intervenir sur ce sujet-là. Rappelez qu'Emmaüs Connect, c'est une association qui existe depuis 10 ans, qu'on est présent sur 19 territoires dans toute la France, qu'on a accompagné plus de 130 000 personnes depuis 10 ans et avec plus de 4 500 structures de l'action sociale partenaires, qu'on a également formé plus de 10 000 personnes et qu'on est organisme de formation professionnelle certifié Calliope. Donc ça, c'est peut-être juste pour remettre un peu le cadre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début de ce temps d'échange. Concernant les solutions, je pense que la première des solutions qu'il est important de rappeler, c'est de dire qu'il faut continuer à garder une alternative au numérique. Là, ça, c'est une solution qui ne vient pas de moi, qui ne vient pas d'Emmaüs Connect, qui vient encore une fois de Claire Hédon, de la Défenseure des droits, et de son rapport de février 2022, qui reprend celui de Jacques Toubon de 2019, qui rappelle l'importance de garder des alternatives. Ça ne sert à rien d'aller au tout numérique à marche forcée pour des publics qui parfois n'en sentent pas le besoin ou n'en ont pas l'envie. Je prends toujours un exemple un peu extrême. Une personne de 95 ans qui a vécu toute sa vie sans le numérique, qui arrive malheureusement en fin de vie, qu'est-ce qu'on va l'embêter avec l'apprentissage pendant 50 heures d'un outil numérique parce qu'elle en a besoin pour faire ses démarches auprès de la CARSAT pour toucher sa petite retraite. Donc, ça, c'est le premier point. Dans les solutions, le premier point, c'est de continuer à faire du plaidoyer pour dire, voilà, le numérique, ça peut être un outil utile, mais ça reste un outil et l'imposer aux personnes n'est pas forcément nécessaire. Le deuxième point, c'est avant de penser aux solutions pour vraiment qui sont très concrètes, qui touchent les publics qui sont en difficulté avec le numérique, il y a la question de la formation des travailleurs sociaux et des structures qui ne sont pas dans l'accompagnement au numérique en tant que tel, mais qui font un accompagnement plus global. Pourquoi? Parce que on pense souvent aux difficultés que le tout numérique ont apporté pour les publics qui sont notamment en situation de précarité, mais il faut penser aux difficultés que ça a créées pour les travailleurs sociaux qui avaient l'habitude de faire leur métier
sans le numérique. Ça a été évoqué par les personnes qui m'ont précédé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les difficultés que le numérique provoque, mais du coup, une des premières solutions, c'est de faire en sorte que ces travailleurs sociaux soient formés et soient équipés de sorte qu'ils soient en capacité de répondre aux problématiques liées au numérique dans une certaine mesure. C'est-à-dire, comment je diagnostique la précarité numérique, ça c'est le premier point, pour pouvoir apporter des bonnes réponses sur aux besoins des personnes, il faut déjà pouvoir les identifier, pouvoir les diagnostiquer. Et ça, ça implique que les travailleurs sociaux soient formés sur le sujet et en maîtrise du sujet, mais aussi des solutions qui existent. Et on vient à la question de l'orientation. Donc, en fait, il faudrait que, en termes de solutions, il faudrait arriver à un point où les structures sociales sont formées pour diagnostiquer et pour orienter vers les publics vers les bonnes solutions qui existent. Voilà, ça, c'est le premier point. Et ça permettrait probablement de résoudre un des problèmes qu'il y a actuellement, qui est qu'on a voulu proposer des solutions avec notamment les conseillers numériques France Service, qui est un dispositif dont je pense beaucoup d'entre vous sont familiers, mais qui aujourd'hui s'articule. Alors, ça va un peu mieux parce que les choses avancent et que forcément, à force de se casser les dents, on finit par trouver des solutions, nous, sur le terrain, que ce soit enfin, les travailleurs sociaux et les conseillers numériques France Service, on finit par arriver à trouver des solutions, mais il y a un besoin d'articulation entre l'offre de médiation numérique et d'inclusion numérique et le travail social. Et ça passe par un besoin d'interconnaissance des acteurs et de formation des acteurs sur les différents sujets. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, premier point, garder des alternatives. Deuxième point, former les accompagnants, que ce soit les travailleurs sociaux ou les aidants proches, aux outils numériques et à l'orientation vers les bonnes solutions. L'autre point, le dernier point, mais qui est finalement le plus vaste, c'est d'accompagner les publics qui sont en difficulté avec le numérique. Alors là, je parle pour Emmaüs Connect, donc je ne vais pas vous parler principalement des réponses à apporter pour les publics en situation de précarité, puisque nous, on n'accompagne pas l'ensemble de la population, mais des personnes précaires qui nous sont orientés strictement par des structures de l'action sociale. Alors, juste à titre informatif, pour orienter chez Emmaüs Connect, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de prendre rendez-vous avec nous, qu'on discute un petit peu, qu'on vous présente nos activités. Et puis ensuite, vous pourrez orienter les publics que vous accompagnez sans trop de soucis pour qu'ils puissent avoir accès aux solutions qu'on propose. Alors, on a vu les besoins. Donc, il y a la question du mal d'équipement, il y a la question du manque de connexion et il y a la question du manque de compétences. Donc, nous, le plaidoyer qu'on fait et les réponses qu'on apporte, c'est une réponse avec ce petit triptyque, équipé, connecté, accompagné, pour répondre à tous les leviers. Premier point, l'équipement. Pourquoi? Et ça, j'ai été très heureux de l'entendre en début de temps d'échange, parce que finalement, le premier frein à l'inclusion numérique, c'est la question de l'accès. C'est le fait d'avoir de l'équipement à domicile. On pense toujours aux seniors qui ne sauraient pas utiliser les outils parce que pour la plupart d'entre eux, qui ne sauraient pas pour la plupart d'entre eux utiliser les outils parce que c'est arrivé en cours de vie et qu'il fallait assimiler certains nouveaux outils qui seraient un peu complexes et ce serait difficile pour eux, et que ce serait la première cause d'exclusion numérique. En réalité, la première cause d'exclusion numérique, ce sont les personnes qui n'ont pas d'équipement. 22% de la population française n'a pas d'équipement à domicile. Donc, quand je dis équipement, c'est ordinateur ou tablette. Le taux d'équipement pour les smartphones, il est à plus de 95% pour toutes les tranches de la population, que ce soit en termes d'âge ou de revenus. Pourquoi c'est important d'avoir un ordinateur et une tablette à domicile? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des démarches d'accès aux droits ne peuvent pas être faites sur un smartphone et doivent être faites sur un ordinateur. Donc ça, c'est important de le rappeler, et important de rappeler qu'il y a un vrai marqueur social à ce niveau-là, puisque c'est 22% de la population française qui n'a pas d'équipement tablette ou ordinateur à domicile, mais c'est 39% des non-diplômés. Donc là, voilà le vrai premier marqueur d'exclusion numérique. Le vrai premier marqueur d'exclusion numérique, c'est le marqueur social. Donc, première solution, c'est faire en sorte de pouvoir équiper ces personnes. Alors, chez Emmaüs Connect, nous, on a développé notre propre filière de reconditionnement solidaire qui s'appelle lacollecte.tech, qui nous permet d'aller collecter du matériel auprès d'entreprises et collectivités du territoire, qu'on fait ensuite reconditionner dans des chantiers d'insertion. Alors ça, c'est
une démarche qu'on a voulu entreprendre chez Emmaüs Connect pour avoir en plus ce volet insertion dans le reconditionnement du matériel et que ce ne soit pas juste le volet inclusion. Et puis ensuite, proposer ce matériel à tarif très solidaire dans nos points d'accueil. Aujourd'hui, si vous venez chez Emmaüs Connect, vous pouvez avoir un ordinateur sur une fourchette de prix qui va entre 40 et 150 € en fonction de la performance de l'ordinateur. Donc ça permet de proposer une vraie première solution. Aujourd'hui, un ordinateur neuf, c'est 1 mois de RSA. Si vous voulez acheter un ordinateur, si vous venez chez Emmaüs Connect, pour 150 €, vous pouvez avoir un ordinateur qui vous permet de tout faire tourner la plupart des logiciels également. Alors, ce sera du reconditionné, mais tant mieux, hein, c'est même en termes environnementaux plus positif d'avoir un ordinateur reconditionné. Mais voilà donc, nous, le premier type de solution qu'on va proposer pour les questions d'équipement. Ensuite, il y a le volet connexion. Pourquoi le volet connexion? Parce que, et ça c'est celui qui est le plus souvent oublié, parce qu'aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, on a besoin d'avoir évidemment de la téléphonie, mais d'avoir un accès à Internet qui ne coûte pas trop cher. Pour la petite anecdote, Emmaüs Connect est né de ça, en fait, de la connexion et de ce constat en 2010, quand le projet qui s'appelait Connexion Solidaire, qui est devenu ensuite Emmaüs Connect, a été lancé, qu'on avait des forfaits téléphoniques à l'époque qui coûtaient 50 à 60 €. Pour des publics en situation de précarité, c'est un tarif beaucoup trop élevé. Donc, aujourd'hui, chez Emmaüs Connect, vous pouvez obtenir des cartes SIM et des recharges prépayées à tarif très solidaire également. 1 € la carte SIM, 4 € la recharge d'appels SMS illimité et 5 Go d'Internet pendant 30 jours, auquel, si vous ajoutez 2 €, vous pouvez obtenir 8 Go supplémentaires pendant 30 jours. Donc, il y a la question du prix qui est évidemment importante, mais là, vous pourriez me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a des opérateurs téléphoniques qui proposent des forfaits à 2 €, des forfaits à 4 €, qui permettent d'avoir plus ou moins le même type de solution pour des tarifs qui sont équivalents. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un forfait téléphonique, il faut être bancarisé et il faut être domicilié quelque part, il faut avoir une adresse. Ce qui n'est pas le cas d'une grande partie des publics que nous, on accompagne, et d'une grande partie des publics que les structures sociales accompagnent. Comment on fait quand on fait face à des personnes qui sont débancarisées? Comment on fait quand on fait face à des personnes qui sont en situation d'hébergement et de domiciliation, pardon, et qui, du coup, ne peuvent pas avoir de box à domicile, dépendent du partage de connexion sur leur smartphone pour pouvoir accéder à Internet via d'autres terminaux, ou tout simplement dépendent des recharges prépayées pour pouvoir appeler et utiliser Internet dans la vie de tous les jours sur leur smartphone. Donc voilà, ça c'est les questions d'accès, les 2 premiers éléments. Et le dernier élément pour répondre aux besoins, c'est accompagner les publics. Donc là, on est clairement sur le volet compétences. Sur cet élément-là, moi, je vais apporter un peu de nuance par rapport à ce qui a pu être dit sur notamment la question des seniors qui sont effectivement, hein, c'est indéniable, les plus touchés par la question de l'accompagnement. Il ne faut pas, par la question des difficultés en termes de compétences pour utiliser les outils numériques, mais que je viens encore pondérer par des questions sociales et par, en termes de revenus, etc., où encore une fois, les personnes qui sont en situation de précarité sont bien souvent en difficulté aussi sur l'usage des outils du numérique, parce que l'usage qui en est fait n'est pas forcément celui qui permet d'avoir une pleine maîtrise dans ses accès aux droits, notamment, ou dans sa recherche d'emploi. On pense toujours aux jeunes qui seraient nés à l'heure d'Internet et qui maîtriseraient sans aucun souci tous les outils informatiques. Nous, le constat qu'on fait, il est tout autre. Il est qu'effectivement, les jeunes sont globalement plus en maîtrise que les seniors. Mais pour des jeunes en situation de précarité, l'exemple le plus typique, c'est que ces jeunes vont être très à l'aise pour utiliser leur smartphone, pour aller sur TikTok, pour aller sur Instagram. Mais quand vous leur demandez d'utiliser un ordinateur pour rédiger une lettre de motivation, pour envoyer un mail professionnel, pour faire leur démarche de RSA, pour faire leur démarche auprès de la CPM, etc., la difficulté, elle est bien présente et elle est très grande. Et donc, il y a un vrai besoin de formation chez ces publics. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le fait qu'ils utilisent un autre type de terminal, qui est plutôt le smartphone, plutôt par rapport à l'ordinateur, mais il y a aussi le fait que la difficulté du langage administratif vient se superposer à la difficulté de l'usage du numérique.
Je ne vais pas rentrer, ça a été évoqué tout à l'heure dans le détail des difficultés aussi que ça peut créer quand on ne rentre pas dans les cases à l'heure du numérique. Où là, il va y avoir un besoin d'accompagnement. Je vous renvoie vers les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Nadia Ougbani, qui est chercheuse à Toulouse, qui a travaillé sur l'accès au droit à l'heure de la dématérialisation et qui propose des conclusions qui sont assez fascinantes, notamment sur les démarches à la CAF. Mais enfin, voilà. Donc, il y a tous besoin d'accompagnement. Et alors, nous, ce qu'on préconise dans le besoin d'accompagnement, c'est de bien s'adapter aux besoins des publics. Aujourd'hui, il y a certes des compétences numériques de base qui peuvent être acquises par tous, qui malheureusement doivent être acquises par tous pour pouvoir répondre aux questions d'accès au droit. C'est comment j'utilise l'ordinateur, hein, qu'est-ce que c'est qu'une souris, qu'est-ce que c'est qu'un clavier, qu'est-ce que c'est qu'un curseur, comment je fais pour créer une adresse mail, envoyer un mail, utiliser du traitement de texte, qui sont les compétences numériques de base. Mais ensuite, il y a un besoin d'adaptation aux besoins des publics et au type de public. On ne proposera pas le même type d'accompagnement à des publics qui sont réfugiés, qui ne vont pas forcément avoir une très bonne maîtrise du français, qui vont aussi peut-être avoir des démarches qui sont différentes que celles de parents d'élèves qui ont juste besoin d'apprendre à utiliser Pronote, d'apprendre à utiliser les espaces numériques de travail pour superviser leurs enfants. Donc, l'importance de s'adapter. S'adapter aussi au type de démarche. On ne proposera pas les mêmes types d'accompagnement pour des démarches du Pôle emploi, pour des démarches de la CPM, pour des démarches de la CARSAT. De même, avec un public senior, on ne va pas utiliser le même type de terminal. Pour un public senior, l'usage de la tablette est beaucoup plus adéquat plutôt que d'apprendre à utiliser un ordinateur avec une souris. Pourquoi? Parce que la tablette fait usage du toucher pour les publics et que c'est donc beaucoup plus instinctif pour ce type de public qui n'a pas l'habitude de passer par une souris, passer par un clavier, etc., pour apprendre à utiliser les outils du numérique. Donc, voilà, le besoin d'adaptation aux besoins des publics et à leurs difficultés pour ensuite répondre au mieux à leurs besoins et les faire monter en compétences, de sorte qu'ils puissent, à l'heure du tout numérique, s'en sortir. Et donc, le dernier point que je voulais évoquer, c'est aussi, et alors ça, même nous, Emmaüs Connect, on est un petit peu en retard sur le sujet, c'est de dire, pour pouvoir faire monter en compétence les personnes sur le numérique, alors il faut trouver les bons leviers de motivation, déjà. Et là, je reviens par rapport à ce que je disais sur les travailleurs sociaux, c'est que dans l'orientation, il y a la question de comment je trouve les bons leviers de motivation pour orienter les publics vers de l'accompagnement et surtout les pousser à suivre des accompagnements qui parfois durent plus de 50 heures. Qui durent, chez Emmaüs Connect, pour prendre chez Emmaüs Connect, on a des accompagnements qui durent soit 12 heures, soit 20 heures, soit 35 heures, soit 50 heures, soit 90 heures. Donc, ça implique de pouvoir identifier les bons leviers de motivation. Et donc, pour faire ça, ce que nous, on cherche à faire de plus en plus chez Emmaüs Connect, c'est de sortir de l'accompagnement avec le numérique comme étant une fin en soi. C'est-à-dire sortir de l'accompagnement qui viendrait à dire aux personnes venez chez Emmaüs Connect, apprenez le numérique pour apprendre le numérique. Une des solutions, c'est de porter des projets où le numérique redevient vraiment juste un outil qui permet d'atteindre un objectif qui n'a rien à voir avec le numérique. Je vais prendre un exemple d'un projet qui s'appelle Festin Connecté, qu'on porte chez Emmaüs Connect, qu'on porte notamment à Lyon, qu'on va notamment porter à Lyon, et qu'on a porté en Seine-Saint-Denis, qui est un projet qui vise à retrouver, en gros, à regrouper des personnes de quartiers de politique de la ville pendant un semestre, au cours duquel ces personnes vont partager entre elles leurs recettes de cuisine, avec pour objectif de les partager au plus grand nombre et à la fin du semestre, de proposer un grand banquet qui regrouperait tous les habitants du quartier et qui leur permettrait de valoriser leur cuisine. Dans ce cadre-là, on propose aux personnes de créer un site internet sur lequel elles pourraient mettre leurs recettes de cuisine pour pouvoir ensuite les partager. Qu'est-ce que ça implique pour ces personnes qui, principalement, sont des personnes qui, du coup, ne savent pas utiliser le numérique? Ça va les pousser
à apprendre à utiliser les outils de l'informatique, à suivre un accompagnement au numérique qu'on vient adjoindre à ce projet-là, pour qu'ensuite, à la fin, elles puissent porter elles-mêmes leur site internet et le partager au plus grand nombre. Donc, vous voyez que là, on est dans une logique où on sort du numérique pour le numérique et on rentre dans une logique de « OK, pourquoi le numérique, c'est important dans ma vie et qu'est-ce que je peux en faire ?» Donc, voilà un petit peu les solutions qu'on propose. Voilà, j'ai essayé de faire vite parce qu'il restait peu de temps. Je suis désolé, je crois que j'ai quand même été un petit peu long. Mais j'espère avoir été assez exhaustif et avoir répondu un petit peu aux interrogations sur le sujet. Non, non, c'était très bien. On s'est laissé un petit peu dépasser par le temps parce que le sujet, comme on peut le voir, est vraiment, on ne l'a pas épuisé, il est important et il va peut-être réclamer encore d'autres aspects. On n'a pas bien le temps d'échanger, mais en tout cas, merci sur les remarques du chat et des questions-réponses. Merci surtout aux intervenants pour tout ce qui a été fait état sur le problème, et on voit bien qu'il est multidimensionnel et qu'il est aussi un problème d'enjeu démocratique, si on peut dire, dans la mesure où il ne faudrait pas que la numérisation des services, parce que je pense que c'est le bon terme, effectivement, la numérisation des services devienne quelque chose qui freine, en fait, l'accès et l'égalité d'accès aux droits. Donc, on voit qu'on a encore du travail et on remercie ceux qui, tous les jours, le font pour répondre à cette nécessité. Et merci à tous de votre écoute et de vos interventions. À la prochaine fois.